Je laisse la parole à eTrust. Merci. Qu'on remercie d'être venu de Toulouse. Et je vous remercie d'être présent du coup pour cette présentation. Ça marche, c'est parfait. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc on est iTrust, une société en sécurité informatique, avec essentiellement trois services d'activité. Une première partie qui est service en sécurité, donc tout ce qui est métier classique, audit, forensique, etc. Un deuxième métier qui est de l'édition. Donc Hervé l'a dit rapidement, on édite deux solutions, une solution qui est iCare, qui est un scanner de vulnérabilité, et Revilium, qui est l'objet de la présentation d'aujourd'hui, et une troisième partie où pour nos clients on fait du service managé et du SOC. Donc aujourd'hui le but c'est de vous présenter Revilium, vu qu'on est à l'OCIR et que je sais que vous aimez bien la technique et pas trop les présentations de produits. J'ai pas fait une présentation produit classique, j'ai plutôt essayé de faire une présentation axée sur les fondations, les mécanismes de l'outil pour que vous compreniez comment ça marche. Et voilà, si vous avez des questions après sur le fonctionnement, on pourra en parler. Revilium, qu'est-ce que c'est? Le but de Revilium, c'est de faire de l'analyse comportementale sur des informations qui sont générées par un SI. Donc en gros, on se base sur toutes les informations qui peuvent être produites par un SI, que ce soit des logs, où on va récupérer des logs soit d'applications de sécurité, soit d'appliances de sécurité, soit de serveurs, soit, enfin, quelle que soit la source de génération de journaux, ou directement sur du flux réseau. On va récupérer toutes ces informations, observer ce qui se passe dans le SI et essayer d'apprendre le mécanisme de fonctionnement du SI pour faire des modèles comportementaux et détecter des anomalies. Le but, c'est d'arriver à trouver des corrélations, des éléments qui peuvent être cachés dans les données sans savoir ce qu'on cherche à la base. Donc l'idée, ça va être de compléter des outils qui peuvent déjà exister sur des SIEM ou juste comme ça, où on va créer des règles en sachant ce qu'on veut chercher. L'idée, c'est d'arriver par des moyens algorithmiques et mathématiques à trouver dans un gros volume de données des éléments sans savoir vraiment ce qu'on cherche à la base. Donc sur quoi on se base pour faire ça? Les fondations de l'outil, c'est déjà s'appuyer sur des éléments qui peuvent être en place. Souvent dans les sociétés, on a déjà des éléments qui vont collecter les journaux, collecter les informations. Donc on n'a aucune plus-value à refaire la même chose, donc on va s'appuyer sur ces éléments. Typiquement, s'appuyer si on a des SIEM en place. Les SIEM vont très bien faire tout ce qui va être agrégation, indexation des sources de données. S'il y a déjà ces éléments en place, ça ne sert à rien qu'on le refasse, donc on va s'appuyer sur ces solutions-là pour apporter la plus-value qui va être la partie mathématique et apprentissage sur des données déjà parsées. On va utiliser des technologies Big Data. Je ne suis pas très fan du mot marketing, mais c'est surtout pas une fin en soi. Ces technos-là nous permettent de pouvoir gérer deux choses. Gérer la diversité des données. Donc de plus en plus, on a des nouvelles sources de données, donc à l'intérieur des nouvelles entités sur lesquelles on va devoir faire de l'apprentissage. Et surtout, il va y avoir de plus en plus des nouvelles relations entre les différentes sources de données. Donc on peut penser à tout ce qui va être système industriel, où de plus en plus on va collecter les logs et vouloir faire de l'analyse dedans. Tout ce qui va être Internet des objets, par exemple, qui vont générer de plus en plus aussi de logs. Et donc ces technos-là aussi nous permettent d'être scalables, c'est-à-dire qu'on va être capable d'ingérer le gros volume de données et pouvoir faire les calculs dessus pour trouver des choses. Et la dernière chose sur laquelle on s'appuie, et là c'est vraiment le cœur de Revilium, c'est tout ce qui va être analyse statistique et machine learning. Donc en fait, pour faire l'analyse comportementale, on va utiliser des technologies de machine learning pour faire de l'apprentissage et faire de la détection d'anomalies. Pour ceux qui ne sont pas familiers forcément avec le machine learning, j'ai mis des exemples de l'industrie qui utilisent ces technologies-là et qui sont assez connus un peu de tout le monde. Le premier à avoir utilisé ça, c'est Amazon, essentiellement pour identifier le comportement des acheteurs et prévoir les nouvelles tendances. Et l'élément le plus visible de l'apprentissage, c'est la partie recommandation que peut faire Amazon. Donc quand vous achetez un produit chez Amazon, vous allez avoir des recommandations sur les éléments que vous pouvez acheter en relation, etc. Ça paraît anecdotique, mais ça représente à peu près 30% du chiffre d'affaires d'Amazon, cette partie recommandation.
La chose la plus visible et la plus utilisée, c'est tout ce qui va être contenu publicitaire ciblé sur vos habitudes de navigation ou d'utilisation de services. Donc, que ce soit Google, Twitter, Facebook, on a l'habitude de voir des publicités assez ciblées et qui sont basées sur nos habitudes de surf et d'utilisation d'Internet. Et un dernier que j'aime bien, c'est Google Flu. Donc Google s'amusait à un moment d'observer les symptômes qui pouvaient être rentrés dans la barre de recherche de Google et de faire des modélisations et des prédictions de propagation de la grippe. Et quand ils ont fait ça, en fait, grâce à des algorithmes, ils se sont rendus compte qu'ils étaient plus précis que les modèles de propagation que pouvaient avoir les médecins, par exemple, dans les hôpitaux aux États-Unis. Donc rien qu'en observant ce que les gens tapent dans la barre de recherche, ils arrivent à faire des modèles de prédiction de propagation de maladies, par exemple. Donc le machine learning, il y a une grosse promesse marketing autour de ça. Je mets promesse pour ne pas être plus désagréable. Où en fait, dès qu'on va parler de machine learning, d'analyse comportementale, il y a une fausse idée qui va se répandre dans la tête des gens et qui est bien appuyée par le marketing des sociétés. C'est dire que on va remplacer tous les outils de sécurité qui ne servent plus à rien, parce que cette solution va être la meilleure. On va envoyer toutes les données, toutes les traces dans cet outil, on va secouer un bon coup, et on va détecter toutes les anomalies et tout ce qui ne va pas dans le réseau. C'est pas tout à fait comme ça que ça marche, c'est un peu plus compliqué. La réalité, c'est que c'est absolument impossible de créer un modèle unique qui va être capable de détecter n'importe quelle anomalie dans n'importe quel type de données. La raison principale, c'est que en fait, les sources de données vont contraindre les types d'apprentissage qu'on va pouvoir faire. Si on prend des journaux de firewall, on ne va pas pouvoir faire le même apprentissage si on prend les journaux d'authentification des utilisateurs. Ça paraît assez évident quand on le lit. Oui. Oui, j'ai une question par rapport à la première phrase, tu seras peut-être obligé de répéter pour l'enregistrement. D'accord. Tu dis que c'est impossible de détecter les anomalies, pas de souci. Par contre, si on se base sur un modèle statistique, on ne détecte pas des anomalies, mais des comportements de bilan. Est-ce que ta réalité est comment? Alors je vais approfondir un peu tout à l'heure, mais effectivement, il y a un certain nombre d'algorithmes qu'on utilise aussi qui vont être assez génériques sur un peu n'importe quel type de données, sur notamment toute la partie statistique et séries temporelles, où juste on va détecter des anomalies de fréquence, de volume, des choses comme ça. C'est ce qu'on appelle anomalie. Après, pour faire l'apprentissage au sens comportement, on va être obligé de se baser, de savoir quelle source de données on va utiliser pour créer un comportement qui soit intéressant, parce que pour créer un comportement, on va extraire des features, donc des caractéristiques dans les logs, pour faire de l'apprentissage sur ces caractéristiques-là. Et donc on est un peu obligé de savoir quelle source de données on utilise. Et donc penser qu'un seul système va, avec un seul modèle, réussir à prédire n'importe quoi et faire l'analyse comportementale sur n'importe quel type de données, c'est pas tout à fait comme ça que ça marche. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais ça viendra peut-être après par la suite. Un autre point, c'est que le modèle ne sera pas meilleur que la qualité des données en entrée. Si on n'a aucune information dans les données et que les données sont de pauvre qualité, il y a peu de chances qu'on arrive à trouver des informations intéressantes à l'intérieur des données. Et enfin, la dernière partie, c'est que forcément les algorithmes mathématiques vont nécessiter un apport externe. Alors un apport externe en compétences, c'est-à-dire qu'on va devoir, quand on travaille par exemple sur la sécurité, avoir des compétences métiers et sécurité et des compétences en data science, parce qu'on a beau avoir tous les algorithmes du monde, il y a un moment il va falloir se confronter aux données, regarder ce que la partie mathématique arrive à trouver dans les données, et avoir quelqu'un du métier, donc là par exemple la sécurité, pour dire ça va être intéressant, ça sert à rien de le remonter, là il y a vraiment une plus-value, il faudrait le corréler à telle ou telle information, pour avoir des remontées d'alerte qui sont intéressantes. Et ces anomalies qu'on va remonter, il faut aussi les corréler à des données contextuelles qui vont être externes. Parce que si on se base uniquement sur la partie mathématique va lever des anomalies, potentiellement beaucoup d'anomalies, et potentiellement pas mal de faux positifs. Donc on est obligé de les corréler à des choses externes qui vont ramener du contexte pour pouvoir dire si cette anomalie a un intérêt ou pas. Un exemple, par exemple, si on fait de l'analyse sur les comportements utilisateurs, au sens mathématique, un utilisateur qui part en vacances,
bah, il n'a plus d'activité sur le réseau, et donc au niveau mathématique, ça c'est une anomalie. Sauf que remonter une anomalie en disant bah, l'utilisateur est en vacances, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et donc on est obligé de corréler cette information à, par exemple, des sources de données RH ou un calendrier scolaire pour les vacances scolaires pour dire cette anomalie-là, c'est un faux positif, ça n'a aucun intérêt de le remonter. Et surtout, ce qui est important là-dedans, c'est de dire, de donner du poids aux anomalies et aux alertes qu'on va remonter. C'est-à-dire que plus on va être confiant dans le degré de vraisemblance de l'anomalie, plus on va augmenter le poids de cette anomalie pour la faire remonter en priorité aux utilisateurs. Dans le contexte dans lequel on travaille, qui est la sécurité, il y a des freins supplémentaires. On veut faire de la détection d'anomalies. Quand on veut faire de la détection d'anomalies, on utilise des algorithmes qui, en général, vont avoir tendance à vouloir être équitables. C'est-à-dire que, par exemple, quand on va faire de la classification de données entre deux groupes, les algorithmes vont marcher, en général, en essayant de séparer en deux groupes à peu près homogènes les échantillons qu'on obtient. Et la plupart des algorithmes vont marcher comme ça. Donc on est déjà obligé à la base de faire un tri sur les algorithmes, parce que ce qu'on va chercher, c'est exactement le contraire. C'est essayer de trouver le 1% de comportements déviants par rapport à la majorité des comportements qui vont être intéressants. Le comportement des gens qu'on essaye de détecter, donc des attaquants, leur but, eux, c'est de ne pas se faire détecter, donc ils vont essayer de changer leur comportement au fur et à mesure pour justement éviter la détection. Donc c'est pareil, on va être obligé d'utiliser des choses qui peuvent s'adapter à ce comportement utilisateur. Une autre chose, c'est la conséquence des erreurs. Chez Amazon, s'ils se plantent dans l'algorithme et qu'ils vous proposent un produit qui ne vous intéresse pas, c'est pas très grave. En sécurité, si on laisse passer des anomalies ou qu'on remonte trop de faux positifs, bah, la conséquence des erreurs elle est assez immédiate. Si on laisse passer, on laisse passer une attaque et potentiellement il y a une attaque en cours sur le réseau qu'on ne détecte pas. Si on remonte trop de faux positifs pour être sûr de rien rater, bah, à l'inverse, c'est les solutions, on a connu ça avec certains IDS et choses comme ça, qui remontent trop d'alertes de faux positifs. Au final, on finit par désactiver les alertes et puis regarder ce qui se passe. Donc on est complètement à contre-emploi de ce qu'on voulait faire à la base. Et le dernier point, c'est les jeux de données. Quand on crée des modèles mathématiques et de l'apprentissage, avant de pouvoir le fournir et que ça marche, il faut absolument l'entraîner sur des données pour être sûr qu'on rate rien, pour être sûr que les détections sont intéressantes. Et en sécurité, les jeux de données, c'est pas si évident que ça à trouver, parce que la plupart des attaques ne sont pas publiques. Et il y a très peu de captures ou de jeux de données qui permettent de faire de la détection dans un jeu de données normal. Donc on a des exemples de malware, on a des exemples de captures spécifiques à un malware, mais on a rarement des captures ou des éléments du malware à l'intérieur du trafic normal. Et donc, avant de pouvoir travailler sur cette partie-là, on est obligé de créer artificiellement des jeux de données, où on prend des jeux de données établis, où on sait qu'il n'y a rien de malveillant dedans, intégrer des malwares dedans et voir si on arrive à détecter ou pas, faire des actions utilisateurs pour voir si on arrive à détecter après ce qu'on veut détecter. Donc une fois qu'on a passé ces freins et ces modèles, on va rentrer un peu dans la méthodologie de l'outil et d'expliquer comment marche l'outil. Donc la méthodologie de Revilium, c'est d'avoir montré des données, forcément. Donc on va avoir en premier lieu un concentrateur de données qui va récupérer du log, syslog, des données d'un SIEM ou autre, ou du flux réseau. Faire une première partie qui va être du parsing de données, c'est-à-dire qu'on va extraire sémantiquement les éléments qui vont nous intéresser dans les journaux. Sur de la donnée d'identification, par exemple, on va extraire le nom de l'utilisateur, le statut de l'authentification, etc. pour pouvoir faire de l'apprentissage dessus. Donc quand on parle d'apprentissage, on a deux modes d'apprentissage en général dans le machine learning. Il y a ce qu'on appelle l'apprentissage supervisé. Donc en fait, l'apprentissage supervisé, c'est qu'on a besoin de données en amont pour entraîner le modèle, pour ensuite le faire tourner sur des données réelles. Donc ça, c'est pas très utilisé dans notre contexte, parce que ça, par exemple, là où ça marche très bien, c'est qu'on sait qu'on a un système sain, on va apprendre ce qui se passe sur le système sain, et après on va pouvoir détecter s'il y a des choses qui sortent de ce comportement du système sain. Quand on est dans un système d'information, on ne peut pas savoir si on est sain avant de faire tourner l'outil. Donc on est obligé plutôt d'utiliser ce qu'on appelle l'apprentissage non supervisé, où en fait là on va observer au fur et à mesure les données qui arrivent pour créer au fil de l'eau des comportements et détecter des choses déviantes ou des anomalies sans savoir au préalable si on est sur un système simple.
Donc une fois qu'on a fait cette analyse et cet apprentissage, on va détecter des comportements anormaux et des anomalies. L'idée ensuite, c'est de faire un retour utilisateur sous forme d'alerte et d'alarme. Et qu'on puisse avoir aussi, ce qui est très important, un retour d'utilisateur, c'est-à-dire qu'on va demander à l'utilisateur, enfin laisser la possibilité à l'utilisateur de dire ça c'est quelque chose que je voulais voir, ça c'est quelque chose que je ne veux pas voir, de refaire, en fait, on fait un retour dans la boucle d'apprentissage pour dire, pour entraîner le système à évoluer, pour ne plus avoir par exemple de faux positifs ou choses comme ça. Donc sur quoi on travaille quand on fait de l'apprentissage dans Revilium? La première chose, c'est de travailler sur la partie temporelle. Donc classiquement, un log, c'est une date et une donnée. Donc la première chose sur laquelle on va s'intéresser, c'est la date. Donc ce que je disais tout à l'heure, cette partie-là va être assez générique, quel que soit le log ou le flux. C'est-à-dire qu'on ne va pas trop s'intéresser dans un premier temps à l'information utile dans le log. On va s'intéresser juste à la donnée temporelle. Et on va utiliser des statistiques et des probabilités pour voir comment évoluent les données dans le temps. Donc on va pouvoir faire de l'apprentissage sur les volumes, les fréquences des échantillons et créer des comportements temporels. Donc par exemple, si on observe le comportement d'un utilisateur en se basant sur les requêtes qu'il va faire dans le système, c'est classiquement, on va apprendre que pendant la journée, il y a des requêtes et pendant la nuit, il n'y a pas de requêtes parce qu'il est hors boulot. Donc on va faire de l'apprentissage comme ça, temporel, du comportement des utilisateurs ou des entités du réseau. Et on va pouvoir faire des tendances et des prédictions, c'est-à-dire que quand on va faire de l'apprentissage sur son comportement, on va être capable de dire le prochain échantillon que j'attends de cet utilisateur, c'est telle valeur, et dans un certain intervalle de confiance, et pouvoir dire si je n'ai pas la donnée que j'attends, c'est qu'il y a potentiellement une anomalie, et donc qu'il y a quelque chose qui sort du modèle que j'ai appris. Donc ça, on l'utilise sur quasiment tous les logs, parce que c'est la première chose qu'on fait sur la partie temporelle. Donc, on a certains exemples donc, sur la partie analyse de bande passante, volume des requêtes, connexion des utilisateurs, etc. Dans la partie temporelle, ce qu'on fait aussi, c'est de faire une analyse de saisonnalité. Donc en fait, quand on reçoit les données temporelles, on va les découper en tout petits intervalles de temps qu'on va empiler. Et en fait, on va regarder ce qui se passe d'une journée à l'autre, d'une semaine à l'autre, et essayer de détecter des motifs qui reviennent régulièrement pour faire ce qu'on appelle la saisonnalité. Donc par exemple, si on veut faire de l'analyse sur des requêtes utilisateurs, on va apprendre que en semaine, du lundi au vendredi, il y a de l'activité, que le week-end, par exemple, il y a moins ou pas d'activité. Et donc automatiquement, on va créer des profils comme ça d'apprentissage sur la semaine, etc. Donc, ce qui peut être un peu compliqué sur cette partie-là, c'est il y a des algorithmes assez connus comme Allpointer qui permettent de faire de la saisonnalité. Par contre, si on veut faire de la saisonnalité multiple, c'est-à-dire arriver à faire de la saisonnalité journalière, mensuelle, hebdomadaire, il y a un certain nombre d'algorithmes un peu plus compliqués qu'il faut mettre en œuvre pour arriver à le faire. Donc ça, par exemple, la première fois qu'on a fait des tests avec Revilium, c'était sur des données de bande passante d'utilisateurs dans une université. Donc le système, assez naturellement, a appris qu'il y avait de l'activité en semaine et rien le week-end. Et donc une des anomalies qu'on a pu relever, c'est une anomalie d'un utilisateur, et en fait, en faisant la post-analyse, on s'est rendu compte que c'était un utilisateur qui avait installé un client de torrent sur une des machines de l'université et qui, le week-end, quand il n'y avait personne, utilisait toute la bande passante pour télécharger des films, des choses comme ça. Une des choses un peu plus naïves qu'on a pu détecter, c'est qu'on avait une référence de temps qui n'était pas bonne, et en fait on a eu des anomalies au moment du changement d'heure. En fait, tout le modèle était décalé d'une heure parce qu'on avait une mauvaise référence de temps, et du coup, tout le modèle était décalé d'une heure à cause du changement d'heure, du passage de l'heure d'hiver à l'heure d'été. Donc ça, c'est des exemples assez simples, mais pour que vous compreniez un peu comment ça marche derrière. Un deuxième groupe d'algorithmes qu'on utilise, ça va être les algorithmes de classification et d'agrégation, où là, le but, c'est d'observer des caractéristiques dans les données. Donc là, on va commencer déjà à extraire des informations dans les logs pour pouvoir faire de l'analyse sémantique et voir sur quels éléments on va travailler pour regrouper des comportements qui vont être similaires et pouvoir classer des informations ou trouver des données aberrantes. Donc là, il y a deux types d'apprentissage sur cette partie-là. Il y a une classification où en gros, on va créer en amont des classes. On va dire, par exemple, sur un utilisateur, je veux classer mes utilisateurs en utilisateur Linux, utilisateur Windows, administrateur par exemple, et on va forcer le système, en fonction des observations et des caractéristiques qu'on observe, de les classer dans une des trois catégories.
Donc là, c'est ce qu'on voit avec les traits noirs et les différentes couleurs, où là, le système force tous les points à rentrer dans une des 3 catégories. Donc ça, on va l'utiliser, par exemple, nous, on l'utilise sur des noms de domaine, où on fait de l'apprentissage sur des noms de domaine DNS, où on fait de l'apprentissage sur les noms qui sont cohérents et les noms qui sont malveillants. Et on va demander au système, en fonction de ce qu'il observe, de le classer soit dans les noms normaux, soit dans les noms malveillants. Donc là, on force le système à choisir entre des catégories qu'on a préétablies. Et il y a la partie agrégation, où là, on va laisser le système, en fonction des observations, créer de lui-même des groupes. Donc si on regarde le système, on aurait eu plutôt un groupe ici, un groupe qui va passer vert et un peu de bleu, et un autre bleu. Et ça permet aussi d'identifier des points aberrants. Donc ça, par exemple, on l'a fait sur de l'analyse d'utilisateurs, où on crée des comportements utilisateurs. Et quand on l'a fait tourner sur notre réseau, par exemple, assez rapidement, on a identifié des profils d'utilisateurs, et puis il y avait 1 ou 2 points qui sortaient complètement. Moi, je suis très étonné parce que j'ai fait beaucoup de recherches depuis très longtemps. Hein. C'est-à-dire depuis le début des années 90 sur l'analyse du comportement des utilisateurs. Et la seule conclusion que tout le monde en avait tirée, c'est que le comportement d'un utilisateur n'est pas du tout modélisable, n'est pas du tout prédictible. C'est-à-dire le système qui va dire quelle est la prochaine commande que je vais taper ou ce que je vais faire, il n'existe pas. Et donc là, j'ai l'impression de revoir ce dont on rêvait avec Hyperview, etc. au début des années 90. Et j'arrive pas à voir la différence technologique qui fait que ce qui ne marchait pas à ce moment-là marche maintenant. Alors 2 points. Je pense qu'effectivement, de toute façon, le système n'ira jamais au point de dire j'attends telle commande de l'utilisateur sur le prochain coup. C'est plus de dire je fais de l'apprentissage, par exemple, sur les services que va utiliser l'utilisateur sur le réseau. Donc on sait qu'il a l'habitude de se connecter à telle machine. Ça, on va être capable de l'apprendre, par exemple, et de dire... donc on sait quel service il a l'habitude de connecter. Ça marche pour une secrétaire, mais dès qu'on est sur un développeur ou un administrateur système, des gens qui avaient analysé sur plus d'1 an le comportement de quelqu'un avaient démontré que c'était pas modélisable, que son comportement changeait et avait un caractère presque aléatoire. Après, quand on... Il y a quand même des gens qui cherchent à reconnaître des chars dans une image depuis 30 ans. Ben, ils n'y arrivent toujours pas. Donc c'est pour ça, là, je suis très étonné des résultats. Là. Bah, en fait, nous, quand on fait sur la partie utilisateur, on va limiter un certain nombre de caractéristiques et on ne va pas essayer de prévoir, comme tu dis, à la commande près ou à l'action prête. L'idée, c'est d'arriver à faire un ensemble de choses qu'il a l'habitude de faire, qui sont plus ou moins fines, et de vraiment voir quand il sort de ça. C'est un utilisateur, un développeur, il va sur les services qu'il va utiliser dans la société, il va plus ou moins toujours utiliser un peu les mêmes. L'idée, c'est d'essayer de voir quand il va sortir quand il va aller... Enfin, il va... Mais justement, un informaticien, il va toujours essayer quelque chose de nouveau. Je veux dire, c'est encore une fois, mais c'est pas moi qui le dis, c'est des chercheurs qui ont cherché longtemps. Donc, et qui ont trouvé que c'était pas modélisable. Donc c'est pour ça que j'ai du mal, quoi. Parce que là, ça marche. Ouais. Et ça détecte... Bah, ça va détecter, par exemple, si on est sur des données d'IAM, on modélise un utilisateur qui a l'habitude de se connecter sur un certain nombre de services, et on va effectivement lever une anomalie quand il va se connecter sur d'autres choses, d'autres types de serveurs. On va lever des anomalies quand l'utilisateur a l'habitude de se connecter en journée, dire bah tiens là il est en train de se connecter le week-end alors qu'il ne sait pas du tout ses habitudes. Effectivement, on va par exemple modéliser les secrétaires, modéliser... Comment tu vois que ce n'est pas un changement de comportement normal? Et que si je prends un exemple, il y a des tas de gens qui font ça depuis très longtemps. Lorsque American Express détecte un changement de comportement, il va t'appeler. Il est très très fort à ça. Et donc, mais il t'appelle. Et puis il découvre, grâce à son appel téléphonique, que c'était bien toi. Mais c'est juste que tout d'un coup, tu as acheté quelque chose d'imprévu à un endroit qui était imprévu. Donc,
comment toi, tu peux faire la même chose sur des utilisateurs? Tu vas demander à l'utilisateur, mais c'est normal que vous ayez fait ça parce que d'habitude, vous ne le faites pas. Bah, c'est là où je disais, bah, on va lever des anomalies. Après, effectivement, on va essayer de jouer avec le contexte pour enlever le maximum de faux positifs. Par contre, potentiellement, il y en aura toujours. Donc effectivement, il y aura l'interface administrateur où bah, l'analyste de sécurité qui utilise Revilium devra dire oui ou non, ça, ce comportement-là était normal ou pas. Oui, ayant eu affaire à des grandes populations d'utilisateurs, hein, tout le monde n'est pas développeur informatique. Les autres gens, ils font effectivement toujours la même chose et très peu de choses, que ce soit des employés administratifs ou des étudiants. Hein, il n'y a pas beaucoup de surprises. Hein. Ben, en fait, sur les données sur lesquelles on a joué, on n'avait peut-être pas des développeurs ou des experts sécurité qui s'amusent à jouer un peu, et où effectivement c'était un peu plus stable et on arrivait à trouver des choses. Après, nous, quand on l'a fait tourner sur notre réseau, effectivement, un auditeur, quand il va faire un audit, il va générer plein de requêtes, plein de choses bizarres. Après, il va écrire le rapport, il ne va plus rien faire, il va à leur mission, il va arrêter de faire des choses. Donc, effectivement, cet utilisateur-là, c'est quasiment impossible de générer un modèle, et on est plus obligé de faire plusieurs modèles associés à cet utilisateur. Après, on a effectivement de la partie administrative ou des choses comme ça qui, au final, font un peu toujours la même chose. Et c'est peut-être un peu caricatural, mais il y a pas mal de gens qui sont assez stables dans le comportement, type administratif ou autre, qui vont cliquer sur du phishing, et qui là, eux, vont avoir un comportement totalement aberrant par rapport à ce qu'ils ont l'habitude de faire auparavant. Et donc ça, on pourra le détecter. Et donc en fait, quand on fait de l'agrégation, effectivement, on va mettre en lumière des points aberrants qui sont ou pas des anomalies qu'on va devoir caractériser pour savoir si c'est des anomalies. Ce qui va nous permettre surtout de générer une alerte dont on va être sûr, c'est quand un utilisateur ou une information va sortir d'un groupe vers un autre, où là il change de, par exemple, si on avait les administratifs, les développeurs, si d'un seul coup on a un utilisateur qui était reconnu comme administratif, qui va bouger dans le groupe des développeurs, là on va pouvoir générer une alerte beaucoup plus importante parce qu'on sait que c'est une anomalie plus importante. Donc quand on va créer des modèles comportementaux, ça va peut-être répondre un peu à Hervé, même si je ne suis pas le spécialiste mathématique. En gros, ce qu'on essaye de faire, c'est que dans les informations, sémantiquement, on va extraire des entités du réseau. Donc des entités adresse IP, des entités utilisateurs, des entités nom de domaine. Et sur ces entités-là, on va essayer de faire de l'apprentissage en utilisant les algorithmes que j'ai montrés précédemment. Et arriver à faire des comportements par entité du réseau et détecter quand est-ce qu'on va dévier de ce comportement-là. Donc par exemple, sur un utilisateur, on va apprendre les services auxquels il a l'habitude de se connecter, le DNS qu'il a l'habitude d'utiliser, les horaires auxquels il se connecte, etc. Et ce que tu disais aussi, ce qui est vrai, c'est les pays sur lesquels il a l'habitude de se connecter. Donc effectivement, quand un utilisateur va partir à l'étranger et va se connecter depuis une nouvelle source de données, on va potentiellement créer des anomalies. On peut faire la même chose sur le serveur, etc. Et une fois qu'on a fait l'apprentissage sur ces entités-là, on va enrichir dans le contexte réseau, c'est-à-dire qu'on va essayer de créer des corrélations entre les différentes entités du réseau, donc par exemple des relations entre utilisateurs du réseau, des relations entre utilisateurs et services, etc. Et arriver à voir quand on a une anomalie sur une des entités du réseau, la propager dans le modèle pour voir comment ça réagit et voir s'il y a d'autres éléments du réseau qui réagissent à cette anomalie. Donc des exemples d'anomalies qu'on est capable de détecter, donc la partie usurpation d'identité, où on va avoir des utilisateurs qui vont se connecter dans des zones géographiques différentes en un intervalle de temps assez court. Donc ça typiquement sur l'analyse d'utilisateur, même si tu es à l'étranger, et que tu te connectes aux USA, si en même temps tu te connectes en France, bah là par contre il y a plus de chances que ce soit un problème et que tu aies vraiment un comportement qui soit bizarre sur l'apprentissage utilisateur. Tu partages ton compte avec ta femme parce que malheureusement sur tout un tas d'applications tu ne peux pas avoir deux logins mot de passe, ne serait-ce que dans certaines banques. Et donc les deux ont besoin de se connecter sur le compte. Et je dis pas que c'est à 100% sûr, je dis qu'il y a quand même des probabilités que l'anomalie soit cohérente et qu'on puisse la sortir avec eux. Justement une anomalie. De partager son compte avec sa femme. Non, l'anomalie c'est que la banque ne propose pas de login mot de passe pour les conjoints. De plus en plus, mais je vais dire, on a vécu très longtemps sans cette possibilité. De l'extraction de données, donc des serveurs qui vont se connecter sur des IP ou des DNS inhabituels, ou du mouvement latéral.
où on a un utilisateur qui va se connecter à l'ensemble des services de la société, par exemple, à une fréquence élevée, alors qu'il avait l'habitude, par exemple, d'utiliser qu'un ou deux services. Donc, tout ce que je viens de vous montrer, c'était la partie mathématique où on va essayer de détecter des anomalies. Et l'idée, c'est de contextualiser cette anomalie pour générer une alerte et justement essayer de réduire le nombre de faux positifs des anomalies pour remonter des informations qui vont être intéressantes. Donc l'idée, ça va être de corréler ce qu'on va remonter comme information en statistique en apprentissage avec des sources de corrélation externes. Donc la première chose, c'est de créer un corrélateur système expert dans Revilium. Donc on a créé un système de corrélation en fonction des anomalies en entrée et des autres éléments externes qu'on peut corréler, de générer des alertes à partir de ça. Pour avoir des alertes qui sont plus contextualisées, d'utiliser une base de connaissances. Donc en fait, on intègre aussi dans Revilium une partie base de connaissances qu'on va appeler thread feed, qui vont enrichir et contextualiser l'anomalie. Donc par exemple, on va intégrer des bases de réputation d'IP, des bases de blacklist DNS, des indices de compromission, pour dire quand on a une anomalie, en plus on peut dire que cette anomalie-là, elle est liée à un domaine ou une adresse IP qu'on sait avoir mauvaise réputation, et donc on peut dire cette anomalie-là, de fait, avoir un poids plus important parce qu'on peut la corréler à d'autres informations. Et une chose qu'on a mis en place dans Revilium, qui est activable ou pas selon le désir du client, c'est d'avoir une partage de connaissances de ce que détecte Revilium. Donc on a laissé la possibilité de centraliser dans un back-office les détections qui sont faites dans Revilium, qui sont exogènes au réseau. C'est-à-dire si on détecte une IP, un nom de domaine, des choses comme ça qui sont hors du système d'information, de pouvoir laisser la possibilité de le partager pour que l'ensemble des utilisateurs de Revilium puissent en profiter. Et ça, c'est optionnel, bien sûr. Donc, quand on fait de l'apprentissage, étant donné qu'on est obligé, à un moment donné, pour faire l'apprentissage, de savoir sur quelle syntaxe et quelle sémantique on travaille et quelles sources de données, mais en fait, on crée au fur et à mesure des use cases en fonction des sources de données qu'on est capable de traiter. Et un des premiers qu'on a créé, c'est un use case basé sur les logs DNS. Parce qu'on pense qu'au niveau sécurité, c'est une des sources sur lesquelles on a le plus de choses à trouver et à identifier. Pour lequel, en fait, on va faire de l'apprentissage un peu spécifique. Donc, si on revient à ce qu'on a fait tout à l'heure, toute la partie analyse de requêtes, on va être capable de créer des profils où on va dire, on va classer dans le réseau des types d'utilisateurs. Donc quand on fait du DNS, on a créé une classe d'utilisateur, où en gros on sait que l'utilisateur il va avoir une période d'activité et une période d'inactivité dans la journée. Donc un utilisateur classique, c'est en journée il va être là et la nuit il n'est pas là. On peut avoir des utilisateurs qui sont dans des horaires décalés, mais globalement on a une classe d'utilisateurs qui est actif à un moment et inactif à un autre moment. Donc on va pouvoir identifier les requêtes DNS qui vont être faites par des utilisateurs alors qu'ils ne sont pas censés être là. Et on peut créer d'autres classes, comme une classe de serveur par exemple, où on sait que là, les requêtes vont être beaucoup plus stables dans la journée et qu'il va y en avoir la journée et la nuit. Et donc quand on va faire l'apprentissage sur le réseau, on va classifier certaines IP comme étant des IP d'utilisateurs, des IP comme serveurs. Et quand on va dévier par exemple un utilisateur qui commence à faire beaucoup de requêtes la nuit, par exemple alors qu'il n'avait pas l'habitude de le faire, on va lever des alertes parce que son comportement devient celui d'un serveur, ce qui n'est pas normal. Et on va créer aussi des analyses spécifiques au DNS pour identifier des techniques d'évasion, par exemple de malware, donc les noms de domaine générés aléatoirement, tout ce qui va être DNS tunneling ou fast flux. Donc ça, je vais y revenir un peu après. Et on fait aussi tout ce qui est relation dans un graphe entre les éléments du réseau. Donc en fait, on va faire des graphes de connexion sur les adresses IP, par exemple, en disant telle adresse IP elle a l'habitude de connecter tel nom DNS qui sont répartis dans telle zone géographique à tels horaires. Et donc on va, comme ça, à partir d'une adresse IP, créer un graphe de connexion qu'on a l'habitude de faire pour voir si à un moment on sort de ce graphe-là, est-ce qu'on contacte des serveurs vers une nouvelle zone géographique, par exemple, des choses comme ça. Donc, une des premières choses qu'on a voulu faire sur le DNS, c'est de détecter tout ce qui est nom de domaine généré aléatoirement.
Donc quand on l'a fait, on s'est basé sur des malwares type CryptoLocker où on voit effectivement que c'est l'utilisation d'un nom de domaine très aléatoire. Et donc pour détecter ça, on a fait de l'analyse spécifique au nom de domaine. Donc la première chose sur laquelle on a travaillé, c'est l'entropie. Essayer de voir l'enchaînement des lettres. Donc on utilise les n-grammes, c'est-à-dire on regarde par exemple sur 3 grammes, on va regarder 3 lettres par 3 lettres, voir comment ça s'enchaîne, voir s'il y a des chances que ce soit un enchaînement de lettres normal dans l'utilisation de la langue. Basé sur la longueur du nom de domaine, on est capable en statistique de dire la plupart des noms de domaine valides sont des noms un peu courts, donc dès qu'on va sortir d'une certaine répartition d'une longueur, il y a des chances que ce soit un problème. Faire de l'analyse géographique et de l'analyse syntaxique, donc là plus comparer les noms par rapport à des noms du dictionnaire pour voir à un moment si on est capable de dire que les noms qu'on va rencontrer ont une vraisemblance d'avoir été générés aléatoirement. Et pour cet exemple spécifique, on a aussi la chance de pouvoir pouvoir faire de l'apprentissage supervisé, parce qu'on a des listes de noms de domaine qui sont valides, type les top Alexa, on a des bases de noms de domaine qui sont des malwares avec des listes de DGA. Et on va pouvoir faire de l'apprentissage sur ces deux listes pour pouvoir dire sur la prochaine, est-ce que tu le classes plutôt dans les noms de domaine qui sont malveillants ou est-ce qu'on le classe plutôt dans les noms de domaine qui sont bons, et créer des arbres de décision comme ça à partir de l'ensemble de ces éléments-là. Donc ça marche plutôt bien. Quand on l'a fait tourner, on arrivait à un taux de faux positifs d'à peu près 3% sur les noms de domaine. Et donc on a voulu aller un peu plus loin pour l'améliorer. Et notamment en expérimentant sur les données. En faisant tourner les données, en regardant pourquoi les faux positifs étaient des faux positifs, on a essayé d'améliorer le système en travaillant sur des nouveaux éléments. Donc le premier élément sur lequel on a travaillé, c'est de l'analyse de popularité. Donc en fait, quand on va faire de l'apprentissage sur le DNS, par exemple Google, l'ensemble des utilisateurs vont aller, ou presque, sur Google, alors que quand c'est un nom de domaine malware, potentiellement ça va être la première fois qu'on le voit. Donc en fait, quand on fait de l'apprentissage sur les noms de domaine, on va leur associer une popularité en fonction du nombre d'utilisateurs dans le système qui vont aller le voir. Et comme ça, quand on a un doute sur un nom de domaine, en fonction de sa popularité, on a plus ou moins de vraisemblance que ce soit un domaine malveillant. En jouant un peu sur des données aussi, on s'est rendu compte à un moment qu'on arrivait sur des requêtes DNS à trouver des scans de port. En fait, en faisant une analyse sur du nom de DNS d'une université toulousaine, à un moment on avait des incohérences sur la fréquence de requêtes que pouvaient faire les utilisateurs. Et en fait, quand on s'est penché dessus, on avait un grand nombre de requêtes qui étaient faites en ARPA, donc en nombre de DNS inverse qui ne résolvent pas. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était un utilisateur qui avait été infecté, et donc le malware lançait un scan de port. Et en fait, dans les options du scan de port, il essayait de résoudre les noms de domaine des IP internes qu'il essayait de contacter. Et vu qu'il n'y avait pas d'entrée DNS, du coup, à chaque fois, on avait des noms de domaine qui ne résolvaient pas. Et donc, grâce à ce mécanisme-là, du coup, on était capable de détecter du scan de port rien qu'avec les sources DNS. Et donc, un autre moyen aussi d'apporter de la conviction dans les noms de domaine qu'on peut détecter, c'est de faire de la corrélation. Donc, une des premières corrélations qu'on a souhaité faire, c'était avec les NX domaines. Donc en fait, dire que quand on a une suspicion sur un nom de domaine, si en plus on a un retour en disant que le serveur DNS n'arrive pas à le résoudre parce que c'est un nom qui n'existe pas, il y a de fortes chances que ce soit un nom d'un cluster de malware qui ne soit pas résolu. Et se baser aussi sur des informations de type WIS. En fait, on va se baser sur la date de création du nom de domaine pour dire si on a une suspicion qu'en plus le nom de domaine il vient d'être créé il y a quelques jours, il y a plus de chances que ce soit problématique que si c'est un nom de domaine qui existe depuis des années. Et donc on trouve des choses par l'expérimentation et par l'échec aussi. Donc une fois qu'on a réussi à faire un système qui marche bien sur la détection de noms de domaine générés aléatoirement, on s'est dit on va aussi essayer sur les sous-noms de domaine pour voir si on arrive à trouver des choses intéressantes. Et là, mauvaise idée, parce que tous les services SaaS, en gros, utilisent des sous-noms de domaine en UID, type Google ou Amazon. Votre nom de machine virtuelle, c'est un nom de domaine aléatoire, en général en base 64, donc on a eu un taux de faux positif assez énorme. Et donc on s'est dit, c'est pas grave, on va déjà whitelister tout ce qui est top 1000 ou top 1 million Alexa, pour dire, ça, on sait que c'est des noms de domaine qui
peuvent être sûrs, donc on va les éliminer. Mais du coup, on génère quand même énormément de faux positifs. Donc on a arrêté de travailler pour essayer de trouver des noms malveillants en sous-domaine. Par contre, ce que ça nous a permis de trouver, c'est qu'en fait, on a fait l'inverse. C'est-à-dire que sur des noms de domaine, par rapport au top 1 million Alexa, on s'est dit, bah, tiens, c'est marrant parce qu'on a des noms de domaine qui sortent avec une proximité assez forte par rapport à des noms connus. Et donc, en fait, ce qu'on a créé, c'est une analyse de similarité. Donc, en fait, sur les noms de domaine, on va regarder si c'est proche de noms de domaine connus. Et typiquement, on arrive à identifier des noms de domaine qui sont utilisés pour faire du phishing, parce qu'ils sont proches de Google, parce qu'ils sont proches d'Amazon, ou des choses comme ça. Et sur les sous-noms de domaine, on a voulu travailler sur la variance aussi. Donc si on n'arrive pas à identifier qu'un sous-nom de domaine pose problème parce qu'il y en a trop, par contre, si un utilisateur va vers un domaine sur lequel il y a des sous-noms de domaine qui sont générés aléatoirement, mais qui ont une grande variance, c'est un problème. Et en fait, on a pu comme ça identifier tout ce qui est DNS tunneling. Donc un utilisateur qui utilise un nom de domaine, quand on fait le nom de domaine, le sous-nom de domaine, c'est la donnée utile en base 64, donc ça varie énormément sur de l'aléatoire, et donc on est capable de remonter l'information en disant sur la fréquence et la variance des noms de domaine, on est capable de dire que c'est du DNS tunneling qui est en cours. Donc toutes ces choses-là qu'on a pu expérimenter sur les données en jouant sur les différents algorithmes, en fait, on a extrait des nouvelles features qu'on a inclus dans la détection d'arbres de décision. Et ça nous sert pour essayer aussi d'identifier tous les nouveaux noms de DGA. Donc les attaquants ne sont pas plus idiots que les autres, en fait, ils sont adaptés. Et en fait, maintenant, ce qu'ils utilisent, au lieu de générer des noms complètement aléatoires, c'est qu'ils utilisent des clusters de noms normaux qu'ils mettent à la suite des autres pour créer des noms de domaine. Et grâce aux features qu'on a identifiées, qui permettent d'identifier des noms malveillants, et non plus uniquement l'entropie et la syntaxe, on est capable de dire, bah tiens, cet algorithme, ce nom de domaine-là a des chances d'avoir été fait par un cluster, et avoir une vraisemblance d'être fait par tel ou tel cluster de données, et de les sortir comme anomalie. Et une dernière chose sur laquelle on travaille sur la partie DNS, c'est le time to live, pour essayer d'identifier les phases flux. Donc en fait, ce qu'on essaie d'identifier, c'est les noms de DNS qui vont avoir une bascule très rapide, donc un time to live très rapide, et d'être travaillé aussi sur la répartition géographique. Donc quand on a fait ça, en fait, un exemple qui est sorti assez rapidement, c'est ce nom de domaine-là, qui en fait s'est avéré par la suite être un tracker Zeus, qu'on a étudié pendant une dizaine de jours. Et pendant ces 10 jours-là, il a changé plus de 2000 fois d'adresse IP, en passant par 400 AS et quelques, et 32 IP. Donc il changeait très souvent d'adresse IP. On peut identifier comme ça, en analysant le TTL et la zone géographique, les noms de domaine qui peuvent être utilisés par du fast-food. Donc voilà en gros comment marche Revilium. Ce que je voulais faire un peu, c'était vous parler un peu de l'architecture quand même de Revilium. Non pas pour parler du produit, mais pour parler un peu de la philosophie et du défi qu'on a voulu relever. Qu'est-ce qu'il a développé? C'est entièrement développé en interne? C'est développé en interne, on a travaillé en amont, donc en fait ça fait 5-6 ans qu'on travaille dessus. On a travaillé au début beaucoup avec les laboratoires de mathématiques de Toulouse, donc le LAS, l'IRIT, etc., qui nous ont aidés à choisir des algorithmes en fonction de ce qu'on voulait faire, qui nous ont aidés à spécifier des algorithmes. Et depuis 2-3 ans, c'est développé essentiellement en Python. En Python. Ouais. En Python, et depuis 2-3 ans, on a 2-3 data scientists qui font le travail maintenant d'adaptation et d'utilisation des algorithmes. Est-ce que vous utilisez les algorithmes de réseau de neurones? Alors les réseaux de neurones et tout ce qui est deep learning, pour l'instant on ne l'utilise pas. Ça marche essentiellement pour ce qui va être, comme le disait tout à l'heure Hervé, la détection d'images. Donc en fait on va avoir un algorithme, on va lui montrer une image, il va dire bah, tiens à cet endroit là c'est une chaise, là c'est une table, etc. Le problème de ces algorithmes là, pour l'instant, c'est qu'en fait ils vont nous dire qu'il y a une anomalie. Par contre on va être incapable de faire le chemin inverse, de dire pourquoi on a détecté quelque chose. Et donc on les a éliminés pour l'instant du champ d'utilisation du produit, parce qu'on n'est pas capable, on va détecter des choses, mais on n'est pas capable de dire à l'utilisateur on a une anomalie parce qu'il y a telle information. Donc on n'est pas capable de remonter à la source de la détection. Et donc en sécurité, c'est pas trop acceptable, donc pour l'instant on n'a pas travaillé. On travaillera peut-être dessus sur des cas très spécifiques, sur des apprentissages, mais pour l'instant on ne l'utilise pas parce qu'on n'est pas capable de remonter à la source de la détection.
Donc en fait, on n'est pas les seuls à travailler sur ce genre de choses, c'est-à-dire le machine learning, l'apprentissage, etc. Il y a pas mal de sociétés qui travaillent dessus, sur d'autres parties, sur la partie IDS, sur la partie qualité de service, sur la partie même marketing. Et quasiment toutes ces solutions-là utilisent la même pile de traitement, c'est-à-dire qu'on va avoir une première phase d'ingestion de données, une phase de parsing des éléments pour savoir quels éléments syntaxiques on va utiliser, l'indexation, le stockage et la partie analytique. Et en fait, ce qui est un peu dommage, c'est qu'on est en train de refaire un peu ce qu'on avait fait sur LSIM, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va vouloir avoir une solution qui travaille sur des données, on va être obligé de recréer la même pile, c'est-à-dire que tout le monde on va dupliquer les données, tous les produits vont devoir, chacun d'entre eux, recevoir les données et faire du traitement sur ces données. On s'est dit que c'était un peu idiot, surtout que dans la partie architecture, tout le monde utilise un peu les mêmes sous-couches qui sont la plupart du temps open source. Et donc on s'est dit que c'était un peu idiot de réutiliser, que chacun réutilise la même chose sans en profiter. Et donc l'idée de Revilium, c'est d'avoir aussi fait une base d'architecture assez ouverte, basée sur des standards. Donc en fait on utilise Kafka pour la communication, Spark pour la partie processing sur lequel on va faire tourner nos algorithmes, Elasticsearch par exemple pour indexer les données et indexer la base de connaissances. Et l'idée, c'est de se dire, vu que potentiellement tous les outils utilisent ça, ça va être d'ouvrir l'architecture et que potentiellement on soit plusieurs outils à utiliser cette base-là et que chacun puisse venir piocher dans les données qui les intéressent et faire les calculs et la remontée qui va bien. Donc l'idée de Revilium, c'est aussi d'arriver quelque part à créer un pivot dans le SI où plusieurs outils pourraient utiliser des données qui sont déjà traitées. Et surtout, l'idée, c'est aussi de pouvoir partager avec d'autres éléments du SI, que ce soit des analystes ou des produits, ce qu'on a déjà détecté. Donc l'idée, en fait, c'est qu'on fournit une API sur laquelle on peut interroger Revilium sur les noms de domaines qu'on a pu identifier comme malveillants, sur les IP qu'on a pu identifier, sur un certain nombre d'anomalies qu'on a identifiées. Et que si d'autres produits, comme par exemple avoir une API où un serveur DNS vient récupérer des blacklists de noms de domaines qu'on a détectés, ou des IPS puissent créer des choses à partir de ces données-là. Et que la base de connaissances qu'on utilise aussi soit requêtable par d'autres produits. Bon, ça pose un certain nombre d'autres problématiques sur l'accès aux données, sur les ACL, etc. Mais ça, c'est des choses qu'on a pris en compte quand on a développé l'outil, qui sont disponibles et qu'on espère un jour pouvoir partager. Donc en gros, pour synthétiser l'architecture de Revilium, ce qu'on a fait aussi, c'est que toutes les briques de l'outil sont en microservices sous forme de Docker. Donc on peut, en fonction des besoins de calcul de puissance, démarrer des clusters assez facilement de données pour répondre à la charge. Et tout est prévu pour être mettable à l'échelle, on va dire. Et surtout, l'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui est assez ouvert. C'est-à-dire en entrée, on est capable de recevoir des logs, des données de SIEM, du flux réseau, et pareil en sortie, on est capable de régénérer des alertes pour être intégré dans un SIEM, par exemple, pour avoir un point unique dans un SOC, de régénérer des logs, d'être interrogeable par une API, etc. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Alors, il y a des gens qui s'en servent. Oui, il y a des gens qui s'en servent. Déjà nous, dans le SOC, qu'on utilise, c'est aussi notre validateur de données, donc on s'en sert pas mal. On a 3-4 clients qui l'utilisent et on a 5-6 maquettes en cours, des gens qui veulent voir comment ça se passe sur leurs données, qu'est-ce qu'ils sont capables de trouver.